repose de façon assez critique sur les céphéides du nuage de Magellan. Or, le nuage de Magellan est une galaxie qui n'est pas du tout comme la nôtre. Elle a beaucoup moins de métaux, c'est des étoiles beaucoup plus jeunes, très pauvres en métaux, ce n'est pas du tout notre galaxie. Donc, comparer les céphéides de notre galaxie avec celles des nuages de Magellan, c'est extrêmement dangereux. Et c'est l'un des grands débats que justement Gérard de Vaucouleurs et Alan Sandage ont eu pour calibrer leur distance. Et donc la constante de Hubble. Alors, l'autre voie, c'est d'utiliser les Lyrae, qui sont un peu plus difficiles à mesurer, ou regarder la fonction luminosité, ou la pointe de la branche des géantes, pour arriver à des indicateurs un peu différents, qui est d sigma, c'est-à-dire une relation entre la dispersion de vitesse de certaines galaxies et leur diamètre, qui nous permet d'estimer leur distance jusqu'à des centaines de mégaparsecs. Donc tout ça, tous ces flèches, c'est des relations de cohérence qu'on essaye d'avoir. Et donc ce que nous avons essayé de faire, c'est court-circuiter ce pas ainsi, utiliser les céphéides mesurés directement par Hipparcos et sauter à la galaxie d'Andromède, qui est, on l'a vu, très semblable à notre propre galaxie. Donc on évite l'incertitude sur les métallicité des céphéides dans les nuages. Alors ici, j'ai recompilé toutes les mesures de distance de la galaxie d'Andromède depuis les années 15 jusqu'à l'actualité. Alors évidemment, il y avait eu un grand problème au début parce qu'on pensait que c'était une galaxie proche, mais trop proche. Après, ça s'est établi grâce aux mesures de Hubble à des distances relativement courtes. Et c'est dans les années 50 que Back se rend compte qu'il y a deux populations d'étoiles, population 1, population 2, que les céphéides d'Andromède ont des propriétés différentes de nôtres, et du coup la distance devient un peu plus large. Et depuis, les différentes mesures qui ont été faites convergent, mais cette convergence peut être aussi psychologique. C'est-à-dire, si vous êtes un chercheur et vous trouvez une valeur qui est très différente de celles qui ont été publiées avant, vous dites, bon, je me suis trompé quelque part, je vérifie jusqu'à ce que ça colle. Et donc ce biais psychologique est très important, et par exemple, on retrouve ce même comportement pour les distances des nuages de Magellan. C'est un biais qu'il faut pouvoir corriger, et donc c'est pour cela qu'on veut utiliser des indicateurs qui soient indépendants. Donc on a vu les céphéides, qui pulsent avec des périodes bien définies. Et ici, c'est une mesure non pas d'une céphéide, mais faite par interférométrie infrarouge, de Ki-Signy, qui est pareil, montre l'évolution en luminosité, inversement corrélée avec le diamètre. Mais ça, c'est des observations réelles, ça, c'est une simulation. Donc, cette fluctuation très classique des céphéides nous permet de mesurer leur période et leur magnitude, nous permet d'inférer leur distance avec des calibrateurs. Mais ceci est un indicateur de distance. On veut pouvoir comparer avec d'autres, et en particulier les binaires à éclipses, qui produisent des éclipses primaires et secondaires, nous permettent par exemple d'avoir la mesure des rapports de rayons et des contraintes sur l'inclinaison. Si on combine les éclipses avec les binaires à éclipses spectroscopiques à deux systèmes de raies, c'est-à-dire un système qui tourne autour du centre de masse, et dont on voit les deux systèmes de raies osciller. Donc on voit la courbe de vitesse radiale d'une composante osciller, et en contrephase de l'autre composante. C'est exactement ce que l'on trouve avec les exoplanètes, excepté qu'évidemment on ne voit pas le système de raies de l'exoplanète. On ne voit que le mouvement réflexe de l'étoile principale. Donc lorsqu'on combine des étoiles doublement spectroscopiques avec des éclipses, on a accès à tous les paramètres orbitaux et physiques de ce système. Quand on dit physique, on dit aussi la distance. Donc voici notre façon de mesurer de façon totalement indépendante des céphéides la distance des objets, et en particulier d'M31. Donc, si on revient en mes observations au Canada, France, Hawaii Télescope, la gageure, on a un champ de 1 degré carré, on a deux champs, et regardez, vous avez vu la quantité d'étoiles énorme qu'il y a par minute d'arc carré, donc ici c'est un peu plus d'une minute. La gageure s'est trouvée quelles sont les étoiles qui varient. Et ceci est fait par... Vous prenez l'image un soir, le signe n'est peut-être pas très bon, vous prenez l'image un autre soir, le signe a changé, vous ne pouvez pas les comparer. Le signe a fait que la tâche sur le détecteur est beaucoup plus grande, beaucoup plus petite, et donc vous ne pouvez pas comparer cette photométrie. Vous avez perdu des photons. Et donc l'idée est de faire une convolution de l'image de référence, celle qui a le meilleur signe, en l'occurrence 0,5 secondes d'arc, par la PSF locale produite par le signe à cette nuit-là. Vous faites cette différence, et les résidus, les voici. Alors vous voyez que les résidus sont extrêmement plats, parce qu'on ne voit plus le gradient, on ne voit plus les bandes de poussière,
Bon, tout ça a disparu parce qu'on est en train de faire une photométrie différenciée, qui est beaucoup plus précise. Et même sur des échelles de 20 secondes d'arc, vous voyez, cette étoile est en train de varier. Alors, elle peut être plus noire, ça veut dire qu'elle est moins brillante que l'étoile de référence, à l'époque de référence, ou elle peut être au contraire plus brillante que l'étoile de référence. Donc, une fois qu'on a ces images-là, de tous, mais vous voyez qu'ici, toutes les étoiles sont en train de changer peu ou prou. Il s'agit de faire la photométrie et de les classifier. Donc, bon, je vais passer sur les détails de signes, mais vous voyez que ça va entre 0,5 et 1 seconde d'arc. La médiane était à 0,75, c'est vraiment un site exceptionnel. Ce serait vraiment dommage que les Français n'aient plus accès à ce site. Donc, avec les deux champs que j'ai pris d'M31, j'ai pu faire un catalogue de 260 000 courbes de lumière étoiles. Alors, vous verrez aussi qu'il y a un petit trou ici. C'est le contrôleur du CCD qui était en panne la première année. Et même si j'ai quelques images par ailleurs, ben, c'était en panne. Mais bon. Et donc, en fait, j'ai profité du fait que c'était en panne parce que beaucoup de programmes ne pouvaient pas observer, avaient vraiment besoin d'avoir tout le champ complet. Moi, ça me dérangeait à moitié de ne pas avoir le bulbe. Ça m'a embêté maintenant, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, l'analyse maintenant, c'est de classifier tout cela. Donc, j'ai fait une base de données et éventuellement, s'il y a des gens intéressés, ils pourront participer à la classification. J'y reviendrai à la fin. Donc, ceci est le sondage le plus complet jamais réalisé sur M31. Donc, on a commencé depuis les années 29, Hubble, à faire quelques centaines de minutes d'arc sur quelques centaines d'étoiles. Et maintenant, donc, nous avons couvert 2 degrés carrés. Nous avons des céphéides et d'autres variables avec une qualité inégalée. Alors, ceci va être obsolète dans quelques années parce qu'il y a le projet Pan-STARRS, donc de 4 télescopes à Hawaï, qui va surveiller le ciel une fois toutes les 3 nuits. C'est un peu l'équivalent du LSST au sud, au Chili. Mais Pan-STARRS va se trouver dans l'île de Maui, où le signe est très mauvais. Et donc, ce catalogue va devenir la référence. Et c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas encore publié, parce que je veux être absolument sûr que la qualité des données va être la correcte. Donc voici par exemple les courbes de lumière d'une céphéide en 3 bandes différentes. Et la raison de prendre 3 filtres différents, c'était justement pour pouvoir mesurer la quantité de poussière entre nous et cette céphéide. Alors l'un des problèmes, c'est évidemment de classifier ces courbes de lumière. La première chose, c'est de voir si les lumières sont périodiques ou pas. Dans l'un des projets que j'ai, je cherche des micro-lentilles gravitationnelles dans M31. Ceci n'est pas périodique, bien entendu. Donc la première chose, c'est classifier périodique versus non périodique. Et parmi les périodiques, on voit une relation claire entre la période et l'amplitude. Et celles-ci sont les étoiles céphéides qui sont en train de pulser dans le premier mode. Voici les types 2. Et voici, par exemple, les étoiles de variables de longue période, plusieurs centaines de jours, de genre Mira. Mais celles-là n'ont pas une relation très claire avec l'amplitude. Une fois qu'on a les courbes de lumière et qu'on a identifié les céphéides dans ce diagramme période-amplitude, on peut ajuster par série de Fourier et savoir quelles sont les différentes amplitudes. Et on peut en fait classifier quelles sont les étoiles qui sont en train de pulser dans le mode fondamental ou dans des harmoniques. Et ceci nous permet de comprendre un peu mieux la physique de ces céphéides, mais à la distance d'Andromède, pas de notre galaxie. Donc voici les 2400 céphéides que nous avons détectés dans Andromède. Et j'ai séparé les céphéides qui ont moins de 10 jours en rouge de celles qui ont plus de 10 jours en blanc. Donc vous voyez qu'elles tracent aussi les bras spiraux, beaucoup moins le disque, à peine dans le bulbe, ce qui montre bien que c'est des étoiles beaucoup plus jeunes. Il n'y a pas d'étoiles jeunes dans le bulbe, qui est essentiellement formé d'étoiles vieilles. Mais ceci nous permet aussi de faire d'autres estimations de l'histoire de formation stellaire pour revenir aux diagrammes couleur magnitude initiaux, parce qu'il y a une relation entre la période et l'âge des céphéides. Plus la période est longue, plus l'âge est élevé. Et donc là aussi, on voit qu'il y a un épisode de formation d'étoiles très lointain, enfin beaucoup plus ancien que les étoiles rouges, les céphéides rouges, qui elles sont vraiment confinées le long des bras spiraux. Donc voilà l'une des raisons pour laquelle il fallait faire en 3 couleurs pour pouvoir comparer la quantité de poussière, parce que la luminosité que vous voyez d'une céphéide, lorsque vous allez faire la relation période-luminosité, n'est pas celle que vous observez, parce qu'elle a été éteinte par la quantité de poussière le long d'un ligne de visée. Et donc les cartes Herschel deviennent très utiles, mais avec 3 couleurs, je peux m'affranchir des cartes d'Herschel ou au contraire vérifier si les étoiles se trouvent derrière les bras spiraux ou au contraire en avant-plan. Donc il y a beaucoup de travail encore qui reste à faire.
Et là, pareil, je pourrais regarder sur l'émission X, mais je vais passer pour d'autres choses. Alors, 2400 Céphéides, en fait, c'est plus que dans notre propre galaxie. Donc, on connaît mieux maintenant M31 que notre galaxie du point de vue des Céphéides. Alors, l'autre chose intéressante, c'est que, évidemment, ces étoiles-là sont instables, et dans les diagrammes couleur-magnitude, on voit ici CCD par CCD, dans le champ nord et le champ sud, on voit que les Céphéides sont les points rouges, et se trouvent localisés non pas partout dans les diagrammes couleur-magnitude, mais dans des régions bien connues d'instabilité d'étoiles, d'instabilité par pulsation. Donc, on sait que la sélection était la correcte. Alors, un aspect très important des Céphéides, c'est que l'amplitude de leur courbe de lumière dépend de l'angle d'onde. Si on regarde une céphéide dans la bande bleue, on voit que l'amplitude, pour la même période évidemment, est beaucoup plus élevée. Elle peut arriver à plusieurs magnitudes. En revanche, on va de plus en plus vers le rouge et l'amplitude devient de plus en plus petite. Donc, si nous gardons en tête l'idée de la relation période-luminosité